C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'entreprise française Capgemini au cœur d'une polémique. Par l'intermédiaire de sa filiale américaine, le géant français du numérique aiderait l'ICE, la police américaine de l'immigration, à localiser et identifier des étrangers. Alors cela ça porte un nom, ça s'appelle le skip tracing. La société française a la plus grosse part du marché avec 360 millions de dollars. Alors la classe politique s'est emparée du sujet, notamment après la mort de 2 militants anti-ICE dans le Minnesota. On écoute Roland Lescure, le ministre de l'économie. Quand une entreprise française semble impliquée dans des actions de ce type, la moindre des choses, c'est de leur demander ce qu'il en est. Moi, j'engage Capgemini, à faire la lumière, de manière extrêmement transparente, sur les activités qui sont les siennes sur cette politique, et sans doute à questionner la nature de ces activités, parce qu'aujourd'hui, elles soulèvent des questions de votre part, mais j'imagine de beaucoup d'autres. Voilà, alors on a le sentiment que le gouvernement, Pablo, n'a pas toutes les cartes en main, enfin ne connaît pas tout à fait bien le dossier, ça flotte. Encore, il y a eu aussi une réaction de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, mais ça paraît moralement choquant ou pas ? Oui, si vous voulez, c'est moralement Ou c'est le choquant. business. Exactement, mais business is business. Et vous avez dit, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Il y a une carte qu'ils n'ont pas, c'est que l'État n'est pas actionnaire de Capgemini. C'est une entreprise privée qui, si elle veut établir des contrats avec l'administration américaine, avec ICE en particulier, elle peut tout à fait le faire. En revanche, là, vous avez parlé de la réaction de Roland Lescure et de Catherine Vautrin, donc de deux ministres. Il y a aussi la réaction des syndicats, et notamment de la CGT, de la CFDT, de Capgemini, qui eux aussi se sont insurgés. Et là, c'est un autre problème, parce que là, on parle de travailleurs et de travailleuses de l'entreprise Capgemini. Donc, s'ils commencent à dire, bon, bah écoutez, nous, sous prétexte de ce contrat avec ICE, nous ne voulons plus travailler, nous refusons en fait de continuer à œuvrer dans le sens de l'intérêt de notre entreprise Capgemini, alors là, ça va poser d'autres types de problèmes. En revanche, vraiment, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire vis-à-vis de Capgemini, sauf peut-être parce que Capgemini a des contrats avec l'administration française. Ils sont aussi conseils parfois de l'administration française. Ils peuvent dire, bon, bah, nous, on ne travaillera plus avec Capgemini sous prétexte de ces contrats avec ICE. Mais là encore, c'est compliqué. Je ne suis même pas sûr que dans le cadre d'un appel d'offres, ils aient véritablement le droit de rompre les contrats qu'ils avaient avec Capgemini. Les salariés, Pablo le disait, Dominique, du groupe ressentent du dégoût, de la honte, de la colère, je cite, d'autant que le groupe envisage de supprimer 24 000 postes au sein des filières menacées par l'intelligence artificielle, soit près de 7% des 35 000 postes de Capgemini en France. Alors, Alors, du coup, c'est 2400, pas 24 000. Ah oui. Enfin, 7%, oui, je me suis. Alors, c'est attendez. 2400. 2400. C'est déjà, oui. Enfin, bref. Emploi supprimé. Non, mais comment ne pas être choqué, interpellé, choqué par ce que l'on découvre. La deuxième chose, c'est que plus des distances peut-être radicales seront mises entre Capgemini et ICE, la société américaine qui vient de s'illustrer de façon lamentable aux États-Unis, et au moment des midterms, les élections intermédiaires, Trump risque de le payer cher. Comment ne pas être troublé, interloqué, etc. Mais je voudrais juste ajouter une chose, c'est que les syndicats que Pablo, à juste titre, parce qu'il joue un rôle capital dans la société en général et dans celle-là en particulier, les syndicats se sont insurgés. Mais je note, sans faire l'esprit fort et sauf erreur de ma part, qu'ils viennent donc de découvrir quelque chose qui est assez ancien. C'est-à-dire, non mais c'est intéressant parce que quand les dirigeants de la société disent on n'était pas au courant de ce qui se faisait dans notre filiale américaine, bon, le citoyen que je suis, parce que je n'ai pas suivi ça spécialement, est quand même interloqué. Mais je note que les syndicats, eux aussi, qui sont vent debout, et on le comprend, n'avaient pas perçu la chose, non, sauf erreur. Non,
A priori, l'opacité de la gestion de Capgemini fait problème. Enfin, c'est pas la première fois en fait que des entreprises aussi importantes que Capgemini, on parle de 35 000 collaborateurs et travailleurs et travailleuses, évidemment, ils sont pas au courant de tout. Non, mais de ma part, il ne s'agit pas de malmener Capgemini. Non, mais ce qui est gênant quand même, d'y voir clair. Dans cette affaire, c'est que ils sont Capgemini, enfin la filiale américaine, puisque c'est un géant des services de numérique, chargé de repérer, de localiser, et c'est un peu une forme de délation. Enfin, oui, c'est du traquage. C'est du traquage. Ah non, mais là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est absolument abominable. Après, je vais vous dire, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'une entreprise, qu'elle soit française, européenne ou que sais-je, sous prétexte qu'il y a de l'argent à se faire. Ce qui choque, c'est que ce soit français et qu'on n'ait pas envie de... Si vous voulez, mais enfin, quand Lafarge fait affaire avec Daesh, c'est tout aussi choquant. Voilà, la finalité, en fait, le problème, ça interroge... Vous avez l'air résigné, Pablo. Je ne suis pas résigné, mais... non, mais il a un côté cynique. L'argent n'a pas d'odeur, donc je ne suis pas surpris. Je ne dis pas que tu as... Non, mais il est lucide. Non, c'est pas normal. Je suis lucide quant à l'état aujourd'hui de notre société capitaliste. Enfin, vous avez... de notre société tout court. De notre société tout court. Oui, mais là, en l'occurrence, ce dont on parle, en fait, c'est les directions, en fait, que prennent certaines entreprises. Et elles le font au nom de quoi ? Certaines branches. Au nom de quoi, en fait, des entreprises décident de faire des contrats, comme vous l'avez très bien dit, Roselyne, aussi honteux. Ils le font au nom de quoi ? Au nom de, il y a du bif à se faire. Et donc, on va y aller. Et ils le font avec Daesh, ils le font avec ICE, même toute proportion gardée, hein, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est moralement très répréhensible. Et ils le font parce qu'il y a de l'argent à la clé. Et parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui le permet. On se dit, finalement, pourquoi pas, ça reste une administration américaine, quand bien même elle tendrait vers le fascisme, on va quand même y aller. Mais ça va dans l'autre sens. Quand vous voyez que Peter Thiel, qui est un architecte du néofascisme américain, est invité à l'Académie française pour parler sous la coupole sur l'invitation de ces messieurs-dames, les académiciens de l'Académie de morale et politique, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, j'avais pas suivi. Pour parler de quoi ? Pour parler de quoi, Pablo ? C'était lundi. Je sais pas, parce que ça m'a échappé. J'ai pas vu le discours. J'ai vu l'annonce, en fait, de ce discours. Ce Peter Thiel, qui est le propriétaire de Palantir, avec qui, d'ailleurs, Palantir, c'est absolument terrible. Hein. C'est une entreprise qui fait de la cybersécurité, avec donc à sa tête, et qu'il a créé ce monsieur Peter Thiel, qui tient des discours, je vous invite à aller voir sur Internet ce qu'il dit, c'est absolument abominable. Cette société, fournit par exemple la DGSI française. C'est-à-dire que nos services de renseignement, en fait, utilisent des services qui sont produits par Palantir. Moi, je ne sais pas. En soi, tel que tu présentes les choses, ça ne me choque pas en soi. Ils utilisent quelle méthode ? Ils servent... D'alimenter la bête la fasciste DGSI, américaine. c'est pas des enfants de cœur non plus. Je ne dis pas que ce sont des enfants de cœur, mais enfin, ça reste l'administration française. Le fait qu'elle ait des contrats avec Palantir, à la tête duquel ou de laquelle il y a ce monsieur Peter Thiel, qui est un idéologue du néofascisme réactionnaire américain, à mon sens, est un problème. Enfin, c'est-à-dire que ce que je veux mettre en avant, Dominique c'est toutes l'hydre capitaliste, en fait, qui aujourd'hui est en train d'alimenter le fascisme. Allez. Combattons ces dérives. Quelquefois, le mot est beaucoup trop faible pour parler de ce dont nous parlons. Mais moi, je suis réticent, c'est le moins que je puisse dire, d'avoir l'hydre capitaliste, le truc. Cette situation ponctuelle, inadmissible, et qui doit être combattue, permet à Pablo de s'épanouir dans un anticapitaliste où je le reconnais, mais c'est une fausse piste. Je ne sais pas si s'épanouir. Ce n'est précisément pas une situation ponctuelle. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient systémique. C'est comme ça, en fait, que fonctionne tout l'écosystème. Alors, on va dire un mot de la primaire à gauche. C'est tout autre chose. On descend un peu d'un cran.
Mais la gauche, justement, la gauche radicale, qui combat le capitalisme, elle est prévue le 11 octobre, cette primaire. François Ruffin, ex-LFI, a annoncé sa candidature lundi, faisant suite à celle de Marine Tondelier et Clémentine Autain, elle aussi ex-LFI. Quant aux socialistes, eh bien, Olivier Faure est tenté, mais une partie de la gauche réformiste, notamment incarnée par François Hollande, n'y semble pas favorable. Donc encore, Dominique, des divisions en vue, et on sent bien une fois encore qu'il y a une partie de la gauche qui veut récupérer l'électorat de Macron et se recentrer, et la gauche qui veut vraiment rester à gauche. Alors, des divisions, il y en a partout à gauche, à droite et ailleurs d'ailleurs. Oui, bon, donc on le vérifie, vous avez raison, on le vérifie à cette occasion-là. Des divisions, là, dans le cas précis, elles sont jusqu'à un certain point justifiées, puisqu'il s'agit de clarifier une bonne fois pour toutes les relations entre la gauche socialiste et socialisante et LFI. Il y avait un mélange jusqu'ici qui était tout au bénéfice de LFI, des amis de Jean-Luc Mélenchon, et donc ça passe forcément par des phases de tension. C'est comme ça que j'entends les choses. Mais il va falloir. Je voudrais juste ajouter une chose. Celui qui est le mieux placé aujourd'hui, notre propos n'est pas, et le mien, de faire des pronostics et des paris sur l'avenir, mais celui qui est le mieux, parce que vous avez cité son nom, celui qui est le mieux placé aujourd'hui, c'est François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il incarne, avec tous les défauts qu'il a, le mieux placé où, et un souvenir... pour la candidature à la présidentielle ? Oui, parce qu'il incarne, avec tous les souvenirs mitigés qu'il a laissés après son passage à l'Élysée. Bon, le bilan a été moyen, d'autant plus qu'il n'a pas pu se représenter. Non, mais il incarne une gauche unie, qui a gagné et qui était gérée en tête de liste par les socialistes ou assimilés. C'est ça qui change tout. Pablo, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui ? Non, mais je voudrais comprendre. Aujourd'hui, il y a une proposition qui est faite par les tenants de cette primaire. Vous en avez rappelé le périmètre, ça va. C'est l'après. C'est comme ça que s'appelle ce groupe qui regroupe les ex-LFI, les écologistes et les socialistes. Eh bien, ceux-là se sont réunis en disant, écoutez, on est obligé en fait de se réunir pour essayer de faire une proposition dynamique pour 2027. Sinon, on est éliminé. Sinon, non mais c'est au-delà de ça. Sinon, la gauche va perdre. C'est ça l'idée. Et l'idée selon laquelle il ne peut y avoir de gauche irréconciliable. Parce que ça, c'est une idée qui est portée à la fois par Jean-Luc Mélenchon et à la fois par exemple, François Hollande, dont Dominique vient de parler. Ces deux personnes disent, il y a deux gauches irréconciliables, donc il faut deux candidatures. Une, on va dire, social-démocrate, et l'autre, plus radicale, insoumise. Faure viendrait faire dans cette, Olivier Faure, Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain et les autres, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, on ne se résout pas en fait à ce qu'il existe deux gauches irréconciliables. Il existe un peuple de gauche qui d'ailleurs, on le voit, sait se rassembler aux élections présidentielles. Je veux dire, à la dernière élection présidentielle, toute la gauche a voté Jean-Luc Mélenchon. Rien à foutre du reste, ça n'existait pas. Et il a perdu. Et ensuite, tout de suite ajouter il n'a pas réussi à aller au deuxième tour. Mais elle a voté, c'est-à-dire qu'elle se réunit. Mais là où Dominique a raison, c'est elle a perdu. Ah, j'ai raison. Non, mais elle a perdu en 2022. Et potentiellement, elle peut reperdre en 2027 parce que toute mouillée, la gauche, si on additionne tout le monde, ça fait 30%. Et en fait, avec 30%, déjà, on a du mal à aller au second tour. Mais alors, gagner une élection, gagner au second tour, c'est encore plus compliqué. Donc, la problématique des tenants de cette primaire, c'est d'élargir, en fait, de dire on va s'élargir et on va trouver... Élargir jusqu'où ? Alors, Pablo, vous qui êtes au cœur de cette primaire, dans la réflexion, j'entends, peut-être même un peu au-delà. Élargir jusqu'où ? Quels sont les imprévus, ceux auxquels on ne croit pas, ceux qui ne sont pas habitués à être conviés au banquet de la gauche, qui ont le droit d'y accéder cette fois ? C'est la question du projet. C'est la question du projet alternatif, en fait, à celui qui est porté par Emmanuel Macron depuis 10 ans et par le RN. Non, mais c'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le projet de la gauche, en vérité, depuis une trentaine d'années, souffre pas d'incarnation, mais de réalité. Oui, mais... La réalité, en fait, la gauche, c'est pas juste, elle ne porte pas juste une utopie. Hein. La gauche, elle porte des expériences. Et aujourd'hui, la gauche a un peu de mal à dire demain, nous, on va vous proposer un monde qui ira un peu mieux. On ne la croit pas lorsqu'elle propose ça. Non, mais il y a un truc quand même. Alors, vous avez raison, mais il y a un truc qui me chiffonne sur le fond.
Comment pourraient se réunir dans une primaire des socialistes qui ont voté qui n'ont pas voté la censure avec les groupes de gauche, avec qui ils feraient une primaire. Ils ont aidé le Cornu à survivre. Ils se sont, voilà, non pas déguisés, mais en tout cas en personnalité, en personne responsable. Et comment on peut porter à la fois voilà, une politique de gauche réformiste et aller avec Tondelier, Ruffin, etc., qui portent quand même pas les mêmes idées. Enfin, ça arrive. Les étapes sont différentes. Mais, moi, j'aimerais bien aussi que dans cette primaire, enfin, vous comme citoyen, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Par exemple, ceux qui se réunissent, qu'ils soient nombreux ou plus nombreux encore, par exemple, qui nous parlent de l'immigration. Alors, naturellement, ils ne vont pas parler d'immigration sur le mode ICE ou sur le mode Trump, on est bien d'accord, ce n'est pas la question, mais qu'il n'y ait pas de sujet tabou, parce que jusqu'alors, la plupart d'entre eux, on les entend dire « non, mais ça, parce que ceci, cela, etc. » Parler franc sur tous les sujets sans aucun tabou. Pour le coup, par exemple, j'ai beaucoup écouté ces dernières semaines Jean-Luc Mélenchon. Il parle beaucoup de la question de l'immigration. Il a même repris à son compte l'expression grand remplacement en disant bah oui, nous allons être grand remplacés parce que genre vive l'immigration et genre il y a des mouvements dans les populations et c'est très heureux. Donc par exemple, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise n'évitent pas le sujet et je ne pense pas que les autres évitent le sujet. Il nous propose le grand remplacement, ce qui est pour le moment pas l'option majoritaire des Français. Hein. Dominique, tu demandais s'ils en parlent, tu disais ils en parlent pas. D'accord, Mélenchon, il est intelligent. Pour répondre à la question de Rosine, parce que je pense qu'elle est importante, je pense que y a ce qui pousse, la question la plus importante, c'est le peuple de gauche. Voilà. Et le peuple de gauche, en fait, il veut une gauche. Il en a absolument rien à faire de savoir si c'est un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Hein. Il y a des dynamiques à l'intérieur de cette gauche. Une gauche qui gagne. Contre, il veut une gauche qui gagne, tout à fait. Dominique a raison, c'est une gauche qui gagne. Et c'est ça en fait. Ils ont poussé au cul en fait en 2024 pour les législatives. Ils ont dit non, nous on en a marre en fait de votre bisbille là. Et on a dit on veut des candidats uniques partout. Et bien voilà, ils vont faire la même chose. J'espère que le peuple de gauche va faire la même chose pour les élections 2024. Mais enfin, vous aviez raison de souligner le distinguo entre Olivier Faure et François Hollande. Ces gens-là sont des symptômes. Voilà. Mais c'est quand même un signe que c'est compliqué. On va au moins dire ça. Merci. C'est compliqué. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve mercredi prochain. À très vite. Merci. La Bulgarie s'apprête à tourner une page historique. Le 31 janvier, la monnaie bulgare, le lev, disparaît définitivement au profit de l'euro. Un changement de monnaie, mais aussi un tournant économique et politique pour ce pays le plus pauvre de l'Europe. La zone euro va nous offrir une formidable opportunité de nous développer encore et nous permettra d'économiser sur les frais bancaires et les taux de change puisque nous aurons la même monnaie. Mais derrière l'enthousiasme, des inquiétudes persistent. 2 ou 3 mois avant l'entrée dans la zone euro, certains prix ont augmenté. Avec ma pension, c'est très dur. Ne manquez pas sur France 24 notre émission spéciale Ici l'Europe sur la Bulgarie.